Mais pour moi, comme fils de l'Est et pour tous les autres qui sont congolais comme nous, qui suivent de près ce qui se passe chez nous, qui voient les dégâts collatéraux de la guerre, qui savent qu'il y a des familles ou des femmes qui accouchent dans la brousse actuellement, à Mahanga et un peu partout, où il n'y a plus de villages désertés depuis avril. Toute personne qui est pris d'humanisme et de bonne foi ne peut que soutenir le processus de droit aujourd'hui. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Les Togo envisageraient organiser un dialogue avec tous les acteurs de la République démocratique du Congo sur cette crise politique et sécuritaire, surtout qui touche la partie est de la République démocratique du Congo. Les opposants déjà en coulisses commencent à s'opposer à cette initiative du Togo. Eux veulent à ce que la CENCO puisse organiser un dialogue interne avec tous les Congolais pour parler des questions de la République démocratique du Congo. L'accord cadre signé entre le gouvernement et la M23 cause encore problème pour certains acteurs de l'opposition et de la société civile. Messieurs, dames, bonjour. Surtout bienvenue, nous allons faire cette émission de tous les enjeux, en tout cas, de la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, le Bleu du Lac de Kivu Morning Post avec Jospin qui nous accompagne toujours dans cette émission. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Toute initiative quand même qui cherche à réunir les Congolais est à saluer. Je le disais sur ces plateaux et j'y reviens encore. L'initiative du Togo n'atteint pas tous les esprits. Ouais. D'abord, au même moment. Il faut rappeler que la crise en RDC aujourd'hui est multiforme et très complexe et ne se limite pas à Life 123. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, mais à des niveaux différents. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons cette opposition, entre guillemets, armée, mais il y a une opposition politique pour la plupart des opposants en exil qui doit aussi être consultée pour trouver une solution définitive à la crise. Quand on parlait du Togo, ouais, l'on voit aussi l'Union africaine. Bien sûr. Ça serait l'initiative africaine, mais pour parler de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que Faure Gnassingbé avait été désigné comme médiateur dans ce conflit, opposant à la RDC, au Rwanda, la RDC à la 123, ou encore la RDC ou Félix Tshisekedi aux opposants. Et Faure Gnassingbé va intervenir à un niveau différent du Qatar ou des États-Unis. Parce que au premier degré d'abord... C'est quoi la différence entre ces trois initiatives qui va s'émisser? C'est là où je voudrais aller. D'abord, à Doha, c'est un processus qui veut trouver une solution à une crise bien définie, la crise qui oppose la F-123 au gouvernement congolais. À Washington, il y a l'implication rwandaise, parce que le Rwanda a toujours été accusé de soutenir la F-123. Maintenant, et de créer l'instabilité sous les régions. À Washington, on traite la question du Rwanda et des FDLR. À Doha, on traite la question de la F-123. Mais après tout ce processus, il y a urgence qu'un dialogue soit organisé pour traiter de l'après-Tshisekedi ou d'une transition possible avec Tshisekedi ou sans Tshisekedi, comme l'a toujours demandé la F-123, parce qu'il y a des opposants congolais qui, au même titre que la F-123, protestent plusieurs antivaleurs ou dénoncent plusieurs antivaleurs au sein du régime actuel. Pour la plupart, ils sont en exil, notamment Joseph Kabila, Moïse Katumbi et bien d'autres, Augustin Matata Pogno. Et on ne peut pas régler la question de la F-123 sans traiter celle de tous ces autres opposants. Parce que ceux qui sont opposants politiques aujourd'hui non armés peuvent aussi devenir opposants armés si leurs différends ne sont pas bien traités. Maintenant, la question de l'F-123 aussi, à Doha, à Washington, ne va pas trouver une solution définitive à la crise politique au sein de notre pays. C'est peut-être une solution à la crise sécuritaire, on peut dire. Il y a un certain nombre d'accords qui seront signés pour qu'il y ait cessation des hostilités, pour qu'il y ait peut-être une réintégration de l'ARC au sein de l'armée congolaise ou un mixage de l'administration politique de l'F-123 avec
seul gouvernement de Kinshasa. Mais attention, ça ne sera pas tout parce que les élections pointent à l'horizon en 2028. Le dialogue va traiter d'abord cette question-là. Il y aura élection ou il n'y aura pas élection? S'il n'y aura pas élection, comment va se présenter la transition? Comment vont se présenter les représentations politiques de toutes les couches politiques et sociales, la société civile, les confessions religieuses, la majorité et l'opposition? Maintenant, au sein de l'opposition, il y a une sous-branche opposition politique et opposition armée. C'est-à-dire que toute cette question-là doivent être... toutes ces questions doivent être traitées au sein de ces dialogues-là pour maintenant trouver une solution politique, circonstancielle et durable à l'après Tshisekedi. Maintenant, Faure Gnassingbe, qui voudrait, avec le concours de Félix Tshisekedi ou la compétition de Félix Tshisekedi, organiser un dialogue d'ici début 2026 et appuyé par l'Union africaine et peut-être par le Qatar et les États-Unis, parce qu'à leur niveau, ils vont trouver une solution à leur niveau, mais il faudrait qu'il y ait une solution africaine et plus tard congolaise à cette crise. Mais malheureusement, il n'est pas soutenu par les opposants congolais. Parce que pour les opposants congolais, cette initiative devait venir de l'ECC et de la CENCO. Est-ce que l'opposition ne regarde pas à la montre? Parce qu'on parle de 2026 quand même. 2020. Et il y a, Ouais, je dis ceci, on parle de l'initiative de 2026, mais il y a des élections de 2028. Est-ce que l'opposition ne voit pas la montre pour commencer d'abord en Afrique et revenir au Congo? L'opposition est en train de voir une initiative de Tshisekedi qui a refusé un dialogue à l'initiative de l'ECC de la CENCO. Donc pour l'opposition, Tshisekedi veut défier les opposants en invitant certains à ces dialogues et en excluant d'autres. Et en excluant certains, c'est une bombe à retardement. Nous savons dans ce pays, et surtout en Afrique, les opposants peuvent commencer pacifiquement et plus tard, ils deviennent hostiles et armés. C'est pourquoi pour les opposants, il faudrait trouver un autre cadre, bien sûr à l'initiative de l'Union africaine, mais trouver un autre pays comme l'Angola ou le Kenya, par exemple, pourquoi pas la Namibie, et que cette initiative-là vienne carrément des Congolais. Les Congolais, c'est-à-dire les confessions religieuses, les opposants et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que si on restait sur l'initiative de Faure Gnassingbe dans le format actuel, c'est comme si c'est Félix Tshisekedi qui est invité, parce qu'il est accusé par certains opposants de travailler de mèche ou d'être complice de Félix Tshisekedi. Et ça, c'est un problème parce que ni les opposants politiques sont en exil, ni l'F-123, je ne vois pas une partie qui va accepter ce dialogue à l'initiative de Faure Gnassingbe. Et c'est pourquoi il serait important actuellement que le président Félix Tshisekedi ne parte pas vite en besogne, qu'il termine d'abord les processus qui sont en cours, Doha, Washington, et qu'il commence déjà à amorcer ou à planir l'espace pour ce dialogue-là, en laissant tout le parti libre d'opinion, des choix et des participations. Parce que si c'est encore un dialogue qui va diviser la classe politique, c'est-à-dire que nous serons en train de revenir à la case départ, il n'y aura pas une solution définitive à cette crise. Parce qu'aujourd'hui, nous nous focalisons sur la crise sécuritaire, qui est une conséquence de la crise politique. Il ne faudrait pas l'oublier. Si aujourd'hui nous connaissons la multiplicité des groupes armés, jusqu'à arriver à des occupations des territoires aussi vastes que le Nord et le Sud Kivu, c'est parce qu'il y a une crise politique, on parle de crise de légitimité après les élections. C'est pourquoi il faudrait aussi très bien préparer les élections de 2028, parce qu'après chaque cycle électoral, il y a toujours des frustrations une question, des problèmes qui s'en une question de curiosité avant de continuer même dans les sujets. On va faire cette virgule. En regardant l'évolution des choses, vous pensez que les élections seront organisées en 2028? En tout cas, les chances sont très minimes qu'il y ait organisation des élections en 2028, surtout des élections générales, parce que les élections, ça demande d'abord les moyens. Et les élections doivent être normalement organisées sur l'ensemble du territoire national congolais. Et aujourd'hui, la 123 administre une partie. C'est-à-dire que si Tshisekedi organisait les élections en 2028 sans le Nord et le Sud Kivu, il aura accepté la balkanisation. Il aura accepté que le Nord et le Sud Kivu ne font plus partie
de la RDC, comme l'erreur qu'il a commise en 2023 en organisant les élections sans Masisi et Rutshuru, où il y avait l'F-123. Il est en train d'en payer le prix aujourd'hui. La F-123 a avancé et l'a chassé de Goma, de Bukavu et d'autres partis. C'est-à-dire que s'il organisait encore les élections en 2028 sans ces territoires, ça sera catastrophique. Il va se focaliser d'abord sur la réunification du pays pour les 2 ans qui vont rester, parce que déjà, il nous reste juste 1 mois pour entamer 2026. Et pendant ces temps, la priorité sera la réunification du pays, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. On ne parle pas seulement du nord et du sud Kivu. Dans le Congo central, jusqu'à la porte de Kinshasa, il y a aussi les Mobondo. Dans le Haut-Touélé et Bas-Ouélé, il y a aussi les Mbororo. Et cette question aussi de Wazalendo, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un cadre approprié pour qu'ils soient tous intégrés dans le RAD, la Réserve armée de la défense, parce que certains qui ne seront pas intégrés dans la RAD seront aussi des milices, vont rester des milices, et chaque milice est adversaire ou est ennemi à l'armée régalienne. C'est-à-dire que si cette question n'est pas traitée avec délicatesse, ce sont des groupes qui vont rester hostiles au gouvernement et à l'armée, et ça va être aussi une bombe à retardement. On revient sur les sujets que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. La prise de position de Martin Fayulu illustre le point de vue de plusieurs acteurs de l'opposition, à l'est plutôt en République démocratique du Congo. Cette opinion contraire au regard de Kinshasa sur l'accord cadre signé entre Kinshasa et la M23, vous pensez que Martin Fayulu veut quoi exactement? Martin Fayulu, je ne sais pas à quoi il joue. Il demande plutôt la mise en œuvre de la résolution 2773 de l'ONU. Mais que demande cette résolution? C'est le cessez-le-feu, le retrait des troupes étrangères, la restauration de l'autorité de l'État, l'ouverture des couloirs humanitaires. C'est presque la même chose que ce qui est traité à Doha. Il n'y a pas un seul cadre, il n'y a pas une seule disposition aujourd'hui qui ne demande pas la cessation des hostilités. Il n'y a pas un seul cadre qui ne demande pas le départ des forces étrangères du sol congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, venir faire une sortie médiatique qu'il appelle adresse à la nation, je ne sais pas pourquoi, pour demander la mise en œuvre de la résolution 2773 des Nations Unies et rejeter l'accord cadre de Doha, c'est comme demander au gouvernement congolais de stagner encore, de rester sur un statu quo et de ne pas évoluer. Je pense que, bon, c'est son point de vue, mais pour moi, ce n'était pas une sortie pertinente et opportune aussi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques, sociales en République démocratique du Congo, même en dehors du pays, demandent que ces processus-là de Doha puissent aboutir aux négociations directes, au dialogue global, pour que cette crise qui a trop duré puisse prendre fin. Et comme opposant, je pense qu'il a intérêt à soutenir le processus de Doha pour qu'on arrive à assainir l'espace politique à un RDC, parce qu'aujourd'hui, c'est même la question que vous avez posée avant, c'est impossible de penser élection. Et tous les partis politiques, y compris les de Martin Fayulu, leur objectif, c'est la conquête du pouvoir. Donc, ils ne sont pas là pour faire des déclarations. L'objectif de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Alors, Martin Fayulu est en train de viser 2028 encore, pour qu'il tente encore sa chance, peut-être comme candidat président, ou pour que les membres de son parti puissent postuler comme député et tout. Donc, il a intérêt qu'il y ait des crispations de la situation. Parce que si ce n'est pas le cas, là, F-123 va continuer à contrôler Goma, Bukavu, peut-être avancer à Uvira, à Walikale. Et ça sera difficile, voire même impossible pour Kinshasa d'organiser des élections en 2028, comme j'étais en train de le dire. Donc, il a intérêt à soutenir ce processus. Pour lui, c'est un processus qui va mettre en mal, je ne sais pas, les enfants congolais. Mais pour moi, comme fils de l'Est, et pour tous les autres qui sont congolais comme nous, qui suivent de près ce qui se passe chez nous, qui voient les dégâts collatéraux de la guerre, qui savent qu'il y a des familles ou des femmes qui accouchent dans la brousse actuellement, à Mahanga et un peu partout, où il n'y a plus des villages désertés depuis avril. Toute personne qui est prise d'humanisme et de bonne foi ne peut que soutenir le processus de Doha aujourd'hui. Parce que c'est un processus
qui ne soutient pas la balkanisation de la RDC et qui ne soutient pas l'annexion comme on a toujours dit. Et qui nous aide à résoudre cette crise. C'est ça, qui ne concède pas l'annexion d'une partie de la RDC comme à Kinshasa on l'a toujours dit au Rwanda. C'est un processus qui veut que les Congolais puissent se mettre ensemble, qu'ils puissent discuter et qu'ils puissent trouver une solution à leurs différends. Et pour cela, en tout cas, je pense que Martin Fayulu devait aussi le soutenir. Mais je lui concède aussi ce point de vue, c'est un opposant, il sait pourquoi il a fait cette déclaration. Mais ce que nous craignons, comme analystes aussi, observateurs avérés, c'est que ces déclarations-là puissent être soutenues par le pouvoir et qu'on puisse encore aller de 2 à 7 à 8 pour qu'on gagne, pour qu'on puisse peut-être gaspiller le temps inutilement et arriver jusqu'en 2028 pour nous dire il n'y a pas moyen d'organiser les élections, glissement ou transition encore avec Tshisekedi pour qu'il dirige encore 2-3 ans le temps qu'on trouve une solution à la crise. Ça sera dommage pour les Congolais. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que le processus puisse avancer pour que d'ici peut-être 2026, fin ou au début, mi-2026, qu'on trouve une solution à toute cette et qu'on trouve le temps d'organiser les élections. Oui, qu'on organise les élections parce que si les élections ne sont pas organisées, il y aura encore des frustrations. Il y en a qui vont... Il y a la rue qui va aussi s'enflammer. Qui va s'enflammer, qui va aussi sortir les biceps. Et nous savons comment ça se passe. La répression des manifestations, il y aura encore des milliers ou des centaines de Congolais qui seront tués et ça ne sera pas intéressant. C'est-à-dire qu'en 2026, après Doha, après Washington, qui est ces dialogues-là entre Congolais, à Luanda ou à Nairobi, à Nouakchott ou n'importe où les Congolais vont se mettre d'accord sur une transition peut-être vers les élections, comment on va organiser les élections, une CENI indépendante, libre, qui va être mise en place avec les concours de confession religieuse. S'il y aura mixage, parce qu'on parle des restaurations de l'autorité de l'État, comment ça va se passer? Est-ce que le M23 va se retirer complètement et laisser place à de nouvelles forces ou à une nouvelle administration? Je ne pense pas que ça sera possible. Dans les négociations, tout va être mis sur la table et il y aura peut-être une jonction ou un arrangement politique pour que ceux qui administrent aujourd'hui puissent travailler avec ceux qui étaient là avant ou de nouveaux animateurs. C'est sûr, ce sont là les termes des négociations qui vont être débattus dans un des pays africains peut-être, pour que l'autorité de l'État puisse revenir, qu'on parle d'une seule armée, qu'on parle d'une seule administration, et maintenant que Kinshasa organise les élections en 2028 pour ne plus laisser place à des rébellions, à des frustrations et à des manifestations de rue. Merci Jospin pour ces analyses. Merci à vous, chers internautes, avec qui nous faisons cette marche des compréhensions de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. La route n'est pas encore longue, je crois, et nous allons vraiment voir la fin de cette guerre. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.